gorge est au centre de la vie, enfin de l'homme. Le larynx est à la croisée des chemins, des différentes fonctions du corps de l'homme. Il y a la respiration, le système digestif, le fait de parler. Quand quelque chose ne se produit pas bien dans les ligaments de notre gorge, à ce moment, ça a un effet sur la qualité de vie. Si on va prendre un repas, on va utiliser la respiration, on va peut-être tousser de manière différente. Toutes ces choses-là dépendent de ceci, que cela fonctionne bien ensemble. Et dans la gorge, nous trouvons beaucoup de muscles, d'os, de ligaments et d'articulations. Je suis Martin Berchol, je suis ORL et chirurgien. Et je vais me concentrer sur les symptômes de la gorge dans le syndrome de l'heure dans l'os. Et c'est un plaisir de pouvoir m'adresser à vous. C'est la première opportunité que j'ai vraiment pour décrire les expériences que nous avons eues ici dans notre centre spécialisé à Londres et de commencer un problème pour former les gens aux problèmes qu'ils ont dans leur gorge. Je vais parler du nez, de la gorge, mais ce n'est pas vraiment, je ne vais pas trop en parler parce que ce ne sont pas vraiment des problèmes fréquents chez les patients de SED. Ici, nous avons différentes équipes de recherche dans un programme de recherche qui essaie de voir comment nous pouvons améliorer les fonctions pour les personnes qui ont des problèmes dans la gorge. Et je n'ai pas de conflit d'intérêt à partager. Ici, il s'agit de voir le squelette que nous avons, les os que nous avons dans la gorge. Tous les patients de SED savent qu'ils ont des problèmes dans leurs articulations, dans leurs ligaments, mais tout le monde ne se rend pas compte à quel point nous avons des os et des ligaments dans la gorge. Nous avons ici les cartilages laryngés, ici, et ceux-ci sont articulés les uns avec les autres. En bas du larynx, ici, nous avons une articulation qui nous permet d'arriver à des changements de tonalité dans notre voix. Et en haut, cela arrive à un os qui est très important pour la langue. En bas du larynx, nous avons les os auxquels sont fixées les cordes vocales. Chaque mouvement de la corde vocale dépend d'une petite articulation, l'articulation crico-aryténoïdienne. Et les mouvements sont très importants lorsqu'on avale, lorsqu'on renifle, je ne sais pas, lorsqu'on sent quelque chose. Et vous allez voir que les personnes ont des problèmes avec leurs ligaments, leurs articulations, et ces personnes-là qui ont des problèmes auront sûrement des problèmes avec ces ligaments et ces articulations-là. Je vais vous parler ici de deux cas que j'ai rencontrés qui illustrent ceci, aussi par rapport à ce que nous avons vu ces dernières années, et des manières que nous avons d'explorer les problèmes de la gorge que rencontrent les personnes qui souffrent de l'air dans l'os. Alors, je ne sais pas si vous avez une fluoroscopie vidéo. Alors, on utilise des erreurs de contraste et on va voir des éléments qu'on avale. On va les voir dans la gorge. Désolé, nous avons des problèmes de son. Donc, on voit qu'il y a des éléments qui ne descendent pas bien dans la gorge. Et c'est des problèmes que peuvent expérimenter des patients du syndrome d'Ehlers dans l'os. Nous savons qu'il y a l'œsophage aussi. Et il y a une composition complexe qui est très compliquée. C'est peut-être pas une surprise si vous avez participé dans des congrès sur le syndrome d'Ehlers dans l'os. Il n'y a pas eu beaucoup de recherches pour voir comment le SED touche différentes parties spécifiques du corps. Ceci est un problème assez complexe dans le domaine ORL. Il y a très peu d'articles qui nous parlent des problèmes de gorge chez les patients d'Ehlers dans l'os. Ça a été
Il y a des rapports de cas que des faits sur quelques patients, mais pas beaucoup. Il y a peu d'observations empiriques qui nous permettent d'en savoir davantage. Il n'y a pas de science. C'est comme ça que nous apprenons, nous pouvons voir comment fonctionne le corps. Et les médecins, vous savez, romains, les médecins arabes apprenaient d'une manière empirique, mais il n'y a pas assez d'éléments disponibles pour étudier ces choses-là. Il faut voir un peu comment nous pouvons avoir une approche plus scientifique. Ceci est le premier cas dont j'aimerais vous parler. Nous parlons d'une femme de 37 ans qui a un CED hypermobile. J'imagine que vous êtes familiarisé avec cette image. Après 3 ans où les symptômes se sont empirés, des problèmes où elle s'étouffait en avalant, c'est un problème qu'on voit assez souvent. En même temps, des fois, elle s'essoufflait et elle prenait peur parce que s'essoufflait vraiment. Ça dure seulement quelques minutes, mais elle pensait qu'elle ne pouvait pas respirer, qu'elle n'allait pas pouvoir respirer non plus. Vous avez pensé que c'était des épisodes d'asthme, mais même en prenant des médicaments, des stéroïdes pour l'asthme, cela ne s'améliorait pas. Nous avons utilisé donc d'autres tests pour avoir d'autres résultats. Nous l'avons fait avec une lumière stroboscopique pour analyser la gorge. On peut le faire avec un stroboscope rigide, le mettre dans la gorge. On peut voir les cordes vocales de sorte à ce que lorsque celle-ci bouge, on a l'impression qu'elle se déplace à caméra lente. C'est comme dans les discothèques avec les lumières stroboscopiques. Et chez cette femme, ce que nous voyons, c'est que ces petits taux arythénoïdes qui sont très importants, ils étaient en train de tomber dans le larynx et ça bouchait ses voies aériennes. Des fois, à certaines occasions, pas tout le temps, mais des fois, au lieu d'ouvrir les cordes vocales, ces cordes vocales se mettaient vers l'intérieur. C'est quelque chose qu'on voit aussi chez des personnes qui ne souffrent pas du syndrome d'Ehlers-Danlos, même si c'est plus fréquent chez ces patients-là. Il y avait aussi certains reflux gastriques, des mucosités, même si chez les patients de SED, ce n'est pas un reflux classique, c'est simplement un manque de mobilité de la gorge pour éclaircir sa voix. Et les aliments s'accumulent ici, elles ne descendent pas bien vers le stomac, elles restent là. Le deuxième cas, c'est une femme de 39 ans avec des épisodes récurrents d'une voix très très grave, un certain enrouement. Il y a une paralysie d'une des cordes vocales qui avait été diagnostiquée, même si ça s'est amélioré petit à petit. Mais il faut dire que c'est quelque chose qu'on voit assez souvent dans notre cabinet. Ça peut être dû à une infection bactérienne. Peut-être que ces cordes vocales peuvent résulter bloquées. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette occasion, on voyait cet enroulement de la voix chez cette personne. Et c'était la corde vocale gauche qui était paralysée par rapport à la droite, alors que c'était la corde vocale droite avait été paralysée à une autre reprise, à un moment précédent. Donc ça peut changer aussi. Et on voit qu'il y a une expansion des cordes vocales qui est plus grande chez les patients de SED. Mais ce n'était pas une paralysie complète parce qu'il y avait encore ce tremblement dans le larynx. Et ce qui se passait chez cette personne, c'est de la même chose, on le trouve dans les autres os et articulations chez les patients de SED. Et les petites articulations que nous avons dans la partie extérieure du larynx, il y avait une subluxation de ces os arythénoïdes. Ils sortaient de leur emplacement et produisaient ce problème. C'est quelque chose qui s'était produit avant à droite et maintenant ceci se produisait à gauche. C'est quelque chose bien sûr qui pourrait se reproduire à gauche ou à droite. On voit assez fréquemment, il y a des épisodes intermittents d'enroulement qui disparaissent petit à petit parce qu'il y a des subluxations de ces articulations avant de revenir à leur place. Ici, nous avons 3 images qui ressemblent à ceci. Là, on parle de patients qui ont des difficultés pour respirer. Par exemple, un des patients avait ce stridor, il avait ces problèmes de respiration, un bruit respiratoire aigu. Nous avons les arythénoïdes qui apparaissent ici, où je vous le montre avec la souris, les arythénoïdes, mais nous pouvons voir aussi les cordes vocales
nous ne pouvons pas bien voir. Il y a notre patiente, le syndrome de l'air dans l'os, et normalement, quand on inspire, les cordes vocales s'ouvrent bien plus que chez les autres personnes à cause de cette laxitude. Mais ici, on ne voit pas la différence. Cette personne inspire et les cordes vocales ne s'ouvrent pas bien car les articulations ont une subluxation et les os arytenoïdes tombent. Alors qu'ici, tout fonctionne bien à gauche et on peut pratiquement voir l'œsophage et presque les poumons. La trachée également. Je n'aime pas mettre trop de graphiques et trop de chiffres dans ce cas-là, mais nous avons vu celui-ci parce que ici nous voyons bien un débitmètre qui nous montre ce qui se produit dans les poumons. Il faut donc inspirer et expirer et nous mesurons ce que nous respirons. Dans ces lignes ici, nous voyons des expirations et vous pouvez imaginer que chez ces patients, lorsqu'ils expirent, ils ressortent l'air, on voit des débits normaux. Dans ce cas-là, le débit est habituel dans ces personnes. Ce qui n'est pas habituel, ce sont les inspirations. Ces inspirations, ces parties-là sont assez normales, elles sont rondes, alors qu'ici, on voit des tremblements. Je devrais avoir cet autre aspect ici, cette ligne bleue, et c'est la différence qui existe dans l'inspiration. C'est un test assez facile à réaliser. Toute personne qui a le syndrome de l'air dans l'os et qui a des problèmes respiratoires devrait avoir ce test de débit, de volume débimétrique. Et d'ici dans cette partie, on voit qu'il y a ce larynx qui est de plus en plus flexible, qui tombe de plus en plus et qui est touché par la respiration. Enfin, il y a un problème quand il y a la respiration. C'est quelque chose qui touche aussi les enfants. Le syndrome de l'air dans l'os chez les enfants est différent par rapport aux adultes. Ceci sont des informations que nous trouvons dans un site web où il y a une maman qui écrit très bien, qui accueille les enfants et qui écrit très bien sur son expérience. C'est le cas que nous avons trouvé au Wisconsin. Elle décrit comment les enfants qui souffrent du syndrome de l'air dans l'os peuvent également développer des problèmes dans la gorge. Il y a des enfants auxquels on dit qu'ils ont des problèmes respiratoires, des problèmes d'asthme, mais il est important aussi de s'assurer qu'ils aient réalisé des tests pour voir s'il existe des obstructions dans la gorge, car cela, bien sûr, exigerait un traitement totalement différent. Quant au traitement que nous pouvons faire, comment gérer ces cas-là, eh bien, ce sont des traitements réalisés par les médecins pour que les gens se sentent un peu mieux. Dans le premier cas qu'avons-nous fait, eh bien, c'était une femme qui avait cette voix enrouée, ces problèmes à cause des os arytenoïdes qui retombaient. Et ce que nous avons fait, c'est amener ces personnes au bloc opératoire. On a vu que les articulations arytenoïdes n'étaient pas en bon état. Nous avons donc injecté des stéroïdes, pas dans les articulations, mais plutôt dans les ligaments. Et grâce à ceci, en injectant les stéroïdes autour des articulations, en utilisant un microscope et une aiguille très fine, nous avons été en mesure de contrôler les symptômes et nous avons pu réduire le gonflement, l'inflammation. Cette personne peut mieux respirer. C'est une injection que nous réalisons une fois par an. C'est important, comme dans les autres parties, de travailler en équipe. On est dans une équipe multidisciplinaire. C'est quelque chose qui est vrai pour les voies aériennes supérieures. Je ne pourrais pas bien traiter mes patients si je ne travaille pas avec un orthophoniste. J'ai un orthophoniste qui est très intéressé par les patients qui ont le syndrome de l'air dans l'os et qui peut nous aider avec des exercices dirigés pour renforcer les muscles et qu'ils soient suffisamment forts pour relâcher le larynx si c'est nécessaire pour aider ces personnes à mieux respirer. C'est quelque chose qu'on peut faire aussi en combinaison avec des thérapies respiratoires, avec l'orthophoniste et aussi avec un gastro-entérologue, un spécialiste de l'appareil digestif, car ce sont souvent des problèmes multifactoriaux. Et nous l'avons déjà dit dans les prestations de gastro-entérologie, une motilité lente peut produire un reflux parce qu'il y a des aliments qui ne sont pas bien dirigés, qui remontent, ça peut produire une inflammation dans la gorge. Donc, le travail conjoint peut être très utile
essayer de dériver ces patients vers un bon gastro-entérologue pour résoudre ce problème de motilité peut être intéressant, les problèmes de motilité dans la partie basse de l'œsophage. Dans le deuxième cas, nous avons dû utiliser un système de remplissage. C'est la même chose qu'on utilise en cosmétique, dans le visage, mais on l'a injecté dans ce cas-là seulement dans une partie des cordes vocales. On arrive à changer leur disposition pour passer d'une voix qui ne fonctionne pas bien, un fil de voix, pour avoir une voix normale. C'est un remplissage temporaire parce que nous savions que cette personne allait évoluer positivement au fur et à mesure, en travaillant aussi avec l'orthophoniste pour améliorer la subluxation. C'est quelque chose que nous avons vu assez récemment, mais c'est quelque chose qu'on va voir et qui se produit à différents niveaux. Nous avons ces cartilages aussi, ces os cartilagés. Nous avons l'os hyoïde. C'est le seul os qui fluctue librement dans le corps. On a cet os, il y a différents muscles qui arrivent, auxquels sont ajustés les muscles qui nous permettent d'avaler et de parler. C'est donc très important d'avoir de bons ligaments autour de cet os. Souvent dans le CED, ces ligaments, vous le savez déjà, ne fonctionnent pas très bien. C'est pour ça qu'il faut améliorer ou renforcer le statut de ces ligaments. Nous avons ici les ligaments, le larynx d'une personne qui se déplaçait, qui débouchait sur une obstruction des voies aériennes. Alors, je n'avais pas vu ce problème, mais ce qu'ils ont fait pour élever le larynx, eh bien, c'est avec différents points de suture autour du larynx pour la remonter et la stabiliser. Ce que j'ai vu par contre chez certains patients, c'est qu'il y a des petites bosses de ce côté du cou. Ici, en général, ça c'est l'os hyoïde qui souffre d'une subluxation, qui se déplace quelque peu. C'est quelque chose qui se produit pendant des minutes, des jours, des mois, bien sûr. Et chez un des patients, c'était un problème permanent. Nous avons dû intervenir d'une manière chirurgicale, même si souvent, ceci peut se résoudre d'une autre manière. Et bien sûr, il y a des douleurs, il y a des gènes. Et on peut injecter des stéroïdes autour pour soulager cette gêne, mais travailler surtout avec l'orthophoniste pour relâcher les muscles et qu'ils reviennent à leur remplacement. Donc encore une fois, nous parlons ici de thérapie combinée. C'est mieux de ne pas avoir recours à la chirurgie. Cet os hyoïde, ou c'est l'os du bonheur qu'on voit aussi souvent, on appelle la furcula. Si quelqu'un a un diagnostic d'hyperlaxicité, d'hypermobilité, on voit que lorsqu'on avale et quand on met de l'air dans la partie arrière de la gorge, cela devient comme une balle, un ballon. Et ça, c'est une endoscopie nasale qui nous permet de descendre pour pouvoir entrer dans le larynx et observer cette personne qui souffre de CED hypermobile. Et nous voyons aussi les caractéristiques assez typiques, même quand il n'y a pas de problème d'otorhinolaryngologie. En général, les cordes vocales se déplacent et on peut voir très bien la trachée. Ici, ce sont les os aryténoïdes qui, en général, sont bien placés. Mais ce qui se passe ici, c'est que nous allons demander à cette personne de se pincer le nez, de prendre de l'air, de sorte que l'air dans la gorge puisse gonfler cette zone-là. Si les gens ne sont pas hyperlaxes, on ne peut pas voir la zone autour de larynx, mais par contre, chez les personnes qui ont un set hypermobile, on a une vision spectaculaire jusqu'au fond de la gorge. Vous allez voir maintenant dans cette vidéo ce que je veux dire. Donc des deux côtés, on voit l'os hyoïde. Donc des deux côtés de cet os hyoïde, l'os du bonheur, la furcula. C'est l'os hyoïde ici. Là, on prend de l'air. On voit l'os hyoïde qui roule sur les côtés. L'os se tourne et on a une bonne vue de la gorge. Alors, ce n'est pas un problème pathologique, mais cependant, il est important d'un point de vue diagnostique. Et si les ORL regardent la gorge et voient ce type d'image, celui-ci suggère que le patient est quelque part dans le spectre de l'hypermobilité. Donc jusqu'à présent, j'ai parlé de la gorge. Et ce n'est pas surprenant, je suis spécialiste, je suis ORL et j'ai cette passion pour les gorges. Mais on dirait que c'est
un problème pour beaucoup de patients de SED. Ils ont des problèmes d'otorhinolaryngologie. Des fois, on voit aussi des patients qui ont des problèmes d'acouphènes avec ce bruit, l'acouphène, ce bourdonnement dans l'oreille ou des vertiges. Des fois, ça peut être dû au même type de maladie qui crée les acouphènes, les vertiges. Des fois, ça peut être dû à une compression du tronc cérébral. Ça, c'est une personne qui souffre de SED hypermobile. Elle est en train de mettre son cou vers l'arrière et maintenant vers l'avant. Vous êtes familier avec ceci. Donc, elle peut tordre son cou vers l'arrière, vers l'avant très facilement. Et avec une radiographie, on voit ça très facilement. Vous avez la colonne vertébrale vers l'arrière, vers l'avant. Ce sont différentes images dans une fonction flexible, mais quand elle l'étire, on voit la moelle épinière, cette partie grise ici au milieu, et on voit que le tord est vers l'arrière et vers l'avant, il y a une compression. Ici, voilà, et il peut y avoir un pincement ici. Donc la pression dans cette zone autour du cerveau peut provoquer des problèmes, d'étourdissement, car c'est où les nerfs vont aborder ces problèmes. Ceci, nous l'avons décrit comme hypermobilité occipito-atlato-axiale. Quand la tête se déplace trop, on peut avoir des symptômes sur le tronc cérébral comme des pertes d'équilibre, des vertiges ou des acouphènes, des dyspepsies également. Des fois, les patients ont ces symptômes et ils ne savaient pas qu'ils avaient le syndrome de l'os. Donc encore une fois, il faut avoir une approche multidisciplinaire. En plus, il faudrait traiter ceci avec des kinésithérapeutes spécialisés, des neurologues, des neurochirurgiens. Bon, ici, vous avez les résultats d'une étude faite avec 21 patients. L'âge moyen était de 47 ans, c'était surtout des femmes, 18 femmes et 3 hommes. 20 personnes qui avaient le SED hypermobile et une personne avec le SED cutané. Nous voyons aussi le type de personnes. Nous avons des aspects démographiques, mais simplement pour décrire donc les personnes qui entrent dans l'étude. Moi, je reçois ces informations parce que les gens savent que je fais ceci, mais on n'a pas un biais parce qu'on ne sait pas à quel point ces symptômes sont communs dans la population. Quant à la distribution des symptômes, on voit que ces symptômes sont limités à la gorge, la perte de la voix, des inflammations, des problèmes respiratoires, des problèmes de vertige ou des problèmes nasaux aussi dans le nez. Je ne pense pas que le syndrome des lèvres dans l'os provoque beaucoup de problèmes dans le nez. Je pense que ça surtout trait aux allergies. Des fois, nous avons tous les problèmes du cellulaire dans l'os, mais des fois, nous avons aussi d'autres pathologies en même temps dont souffre le reste de la population. L'allergie a une forte prévalence dans la population en général. Ici, vous avez la sortie de l'os hyoïde dans 2 personnes. Vous voyez aussi la tombée des os dont on parlait. Les gens qui s'étouffent, c'est assez commun à cause de ça, justement. Et quand les gens s'étouffent, là, on parle aussi avec les gastro-entérologues, notamment ceux qui sont spécialisés dans la partie supérieure de l'estomac pour être sûr qu'il y a une vidange complète de l'estomac pour pouvoir traiter bien ces patients. C'est là qu'on travaille justement conjointement avec différents spécialistes qui travaillent ensemble. Maintenant, les personnes viennent de plus en plus, sûrement parce qu'ils sont conscients du fait que nous travaillons de manière multidisciplinaire et parce que les gens savent que je me spécialise dans ce type de maladie. Voilà ici les résultats que les patients nous communiquent. Ce sont des résultats qui viennent des patients. Lorsque nous voyons ce type de rapport, il y a
des choses qu'il faut rappeler. En premier lieu, nous sommes limités à un chiffre très bas de patients. Nous parlons ici de 8 patients. De ces 21 patients, c'est déjà un gros réduit en même temps. Ces personnes montrent des symptômes de reflux gastrique, c'est-à-dire que la gorge ne se vide pas totalement, l'œsophage ne se vide pas totalement et il peut y avoir des remontées. Ici, les gens peuvent avoir des problèmes pour avaler, une dyspepsie également. Ici, nous voyons différentes difficultés pour les gens qui s'étouffent, pour faire en sorte que tous les aliments descendent. Les personnes ont la voix enrouée à différents degrés. Voilà, un indice de 21, c'est un indice assez typique, c'est 21 sur 100, mais c'est assez plus typique chez les patients de SED. Les patients de SED ont des problèmes avec la gorge. Donc, quelle est l'étape suivante? C'est de s'assurer que tous les chirurgiens puissent être formés, les ORL, les différents types de médecins, les médecins traitants également, qu'ils soient conscients de l'existence de problèmes de gorge qu'il y a chez les patients des lèvres dans l'os. Donner des données. Ceci est fondamental, bien sûr. On a besoin de davantage d'études, des études de la population pour savoir exactement quels sont les symptômes, à quel point ils peuvent être graves pour différents types de personnes, des personnes qui ont différents types de SED. Il faut nous assurer aussi de pouvoir réaliser différents types d'études en ORL, faits par des ORL pour avoir des résultats standardisés, qu'on puisse comparer les mêmes choses. Bien sûr, on doit travailler dans des équipes multidisciplinaires. J'ai la chance parce que je travaille avec une équipe merveilleuse, une équipe multidisciplinaire de l'Université de Londres, mais aussi je travaille avec ma propre équipe d'orthophonistes, des nutritionnistes, des gastro-entérologues. C'est quelque chose d'essentiel. Impliquer les patients dans la recherche aussi, c'est important. C'est seulement là que nous pourrons réfléchir à comment améliorer la vie des patients. Pour l'instant, on essaie de deviner. Plutôt, on essaie après d'extrapoler les choses qui fonctionnent autre part, dans d'autres articulations, et de les appliquer dans les articulations de la gorge. Mais ce n'est peut-être pas la meilleure option de faire les choses. Mais comment nous pouvons améliorer ceci et traiter sur les articulations de la gorge directement? Eh bien, en faisant des essais sur les personnes d'une manière empirique et puis après étudier ceci d'un point de vue clinique. Je suis très intéressé pour voir comment nous pouvons aider les personnes qui souffrent de syndrome de l'air dans l'os pour améliorer les symptômes de la gorge. Il reste encore beaucoup de choses à faire, mais j'espère que vous pouvez voir ici que c'est un travail d'horlogerie finalement et il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Merci beaucoup.